Cette exposition, c'est une première tentative pour comprendre ce qu'a été la trajectoire d'un homme qui longtemps a été une sorte de trou noir, si vous voulez, dans notre connaissance des arts que l'on appelait primitifs jadis. Ça a été le plus grand marchand d'art africain et océanien, mais pas seulement en France, au plan international, de l'entre-deux-guerres jusqu'aux années 60. C'était lui qui était une sorte d'éminence grise du marché, des ventes, mais des ventes aux enchères, et aussi des expositions. Et c'est un homme qui a joué un rôle important dans la pédagogie du regard, qui a habitué dans les années 30 des artistes aussi bien, qui n'avaient pas vraiment porté de regard sur les arts de ces civilisations, à les considérer comme de l'art, précisément, et pas comme de la curiosité ou comme des objets simplement bizarres, mais aussi comme des œuvres d'art. Charles Raton, c'est vraiment le contraire de Tintin au Congo. C'est pas quelqu'un qui part sur le terrain avec son 4x4, d'ailleurs il n'y en avait pas à l'époque, pour explorer. C'est quelqu'un qui se situe plus dans une dimension à la fois, si vous voulez, plus érudite et en même temps, il faut bien dire la vérité, le fait d'acheter, de constituer ces collections à partir d'objets qui étaient déjà arrivés, pour certains très tôt, c'est-à-dire au XIXe siècle, ça le garantissait aussi contre le fait de se trouver face à des objets récents ou d'une authenticité peut-être moins certaine. Il s'est investi lui-même de la mission de promouvoir les arts d'Afrique et d'Océanie. Alors qu'il n'y avait pas de musée, évidemment, à Paris qui leur soit consacré et qu'il avait très peu d'interlocuteurs. On peut dire que c'est quelqu'un qui a essayé d'accumuler le maximum de savoir ethnologique pour expliquer les fonctions et les conditions dans lesquelles les objets étaient créés. Parce qu'une notion à laquelle on tient beaucoup dans cette exposition, c'est-à-dire c'était un marchand, mais c'était aussi un érudit. C'est un homme pour lequel la connaissance, il a accumulé toute sa vie des centaines d'articles, de coupures de presse, de livres, quand des livres ont commencé à apparaître là-dessus. Donc c'était quelqu'un qui avait vraiment le désir d'approfondir la connaissance des objets. Il lui est passé entre les mains des milliers d'objets, parmi lesquels il en a gardé au fil du temps un petit nombre, parce qu'il les estimait à la fois les plus importants historiquement et les plus beaux selon son goût. Et le lieu devant lequel je suis là, qui est la reconstitution de son bureau, les objets que vous y voyez étaient des objets qu'il avait conservés jusqu'à sa mort, certains qu'il avait même d'abord vendus à des collectionneurs, puis rachetés parce qu'ils lui manquaient, en somme, et c'était son musée personnel. Mais évidemment, ça c'est une anthologie, il avait beaucoup d'autres objets dans ses réserves. Lui ne voit pas les objets ou les œuvres africaines parce qu'elles sont africaines, mais comme des œuvres d'art exactement au même niveau que ce qui vient de la Renaissance, du Moyen-Âge occidental. C'est-à-dire qu'il est quelqu'un pour lequel ces œuvres qu'on a si longtemps considérées comme primitives ou sont des œuvres d'art. Et donc, par là même, dignes d'entrer dans toutes les collections, y compris le Louvre.